Quand on parle des indépendances africaines, des expressions telles que les pères de l'indépendance, un homme, un vote, sont rentrées dans le langage courant au point de suggérer que seuls des hommes ont libéré l'Afrique de ses colons, tout en reléguant dans l'anonymat les milliers de femmes qui se sont battues vaillamment dans toute l'Afrique. Pour parler de ce rôle des femmes, le Sankofa est aujourd'hui honoré d'avoir une pointure, une pionnière, une Guinéenne, une historienne qui prend les commandes dans les 2 prochains épisodes. Voici Madame Barry Nantene Camara, première femme inscrite à l'Institut Polytechnique de Conakry, ancienne ministre et médaillée d'honneur du travail, actuellement à la retraite. Elle milite pour la promotion des femmes dans son pays, la Guinée. Bonjour et bienvenue à bord Décollage immédiat pour un vol direct sur Conakry. Éphéméride africaine, pas mon papa. Quelle était la place de la femme en Guinée avant l'arrivée des colons ? Avant même l'arrivée des colonisateurs, la femme était brimée par le régime patriarcal qui existait dans le pays. Selon nos coutumes, toute suprématie revenait à l'homme. La femme, qu'elle soit épouse, jeune sœur ou fille, ce qu'on attend d'elle, c'était l'obéissance, la soumission. Cela a été aggravé par les conditions du mariage. En effet, l'homme était obligé d'apporter la dot en nature, or, bétail, journées de travaux champêtres, etc. Lorsqu'il avait rempli ces conditions, ce monsieur se considérait dès lors comme propriétaire de son épouse, d'où des dérives qui pouvaient apparaître, des travaux de tout genre imposés à la femme, en plus des maternités et du ménage. Souvent, des coups, des mots déplacés, manque de respect, etc. Quand le colon blanc est arrivé, il n'a pas mis fin à ces aspects de notre civilisation. Au contraire, l'homme africain, devenant lui-même taillable et corvéable à merci, le sort de la femme s'en trouvait de plus en plus dégradé. N'oublions pas qu'avant les réformes intervenues après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, dans les colonies françaises, les populations n'étaient pas des citoyens français, mais des sujets. Et ce mot sujet avait tout son pesant d'or, car c'est sur lui qu'était basée la règle appelée de l'indigénat. C'était un traitement spécial appliqué aux populations colonisées. Un colonisé pouvait être soumis à un certain nombre d'arbitraires contre lesquels il n'avait aucun recours. C'était par exemple le travail forcé, la possibilité d'être arrêté et emprisonné pendant une période déterminée sans aucun jugement. La grande discrimination jusque dans l'armée entre les citoyens et les sujets et j'en passe. Le colonisé subissait le poids de la domination coloniale et la femme subissait ce même poids augmenté par celui de la famille en période de difficulté. C'est pourquoi, au cours de la lutte pour l'indépendance, notre premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, disait que la femme était l'esclave de l'esclave. Certains ne pouvaient donc qu'être sensibles à toute action qui tendait à desserrer le verrou autour de son. Parlez-nous donc de ce rôle des femmes dans la marche de la Guinée vers l'indépendance. En Guinée, la lutte pour l'indépendance n'a pas été militaire, mais plutôt politique. Les pionniers de cette lutte, avec en tête le syndicaliste Sékou Touré, s'avérèrent très tôt d'excellents stratèges. Nés et grandis au sein de la masse populaire, ils comprirent très tôt le rôle que pouvaient jouer ces opprimés dans la lutte. C'est pourquoi, partout où ils passaient, ils cherchaient appui, non auprès des chefs locaux, qui étaient des agents de l'administration, mais plutôt auprès de la masse des exploités. Les discours de campagne dénonçaient surtout les méthodes inhumaines de récupération de l'impôt de capitation par les agents de l'administration coloniale. Alors, cette dénonciation, ces discours étaient largement perçus et partagés par ces populations, en particulier par les femmes qui subissaient de front le poids de l'injustice. Si au début beaucoup d'hommes restaient dans l'ombre, par peur des représailles des autorités, les femmes, pour la plupart illettrées, comprirent très tôt qu'elles n'avaient à perdre dans la lutte que leur chaîne.
C'est pourquoi elles s'y engagèrent massivement dès le début, au risque de mécontenter des maris ou des aînés poltrons. Leur méthode passait par la sensibilisation qui se faisait au cours des réjouissances organisées par les cadres du RDA pour la sensibilisation des populations. Ces manifestations se terminaient souvent par des bagarres au cours desquelles les femmes étaient toujours à l'avant du combat. Les héroïnes de ces heures de courage et d'abnégation furent très nombreuses. Il y en eut dans tous les cercles, dans les villages les plus reculés de la capitale Conakry. Certes, l'exemple de Mbalia Camara est resté très illustratif. C'était dans un village à une centaine de kilomètres de Conakry, où une jeune femme en état de grossesse très avancée n'hésita pas à se lancer dans la bagarre contre des agents de l'administration qui commettaient des exactions dans le village. Elle reçut un coup de sabre dans le ventre, perdit son enfant et mourut elle-même quelques jours après des suites de ses blessures. L'indépendance acquise, elle fut élevée au rang de héroïne nationale. Nous ne pouvons pas passer sous silence l'audace de ces braves femmes de Conakry qui, alors que le Parti démocratique de Guinée était considéré comme la bête noire du régime colonial, qui n'hésitait pas à enfermer, destituer ou muter arbitrairement des fonctionnaires qui osaient militer au sein de ce parti, ces pionnières de la lutte de libération, dont Adjamaphory Bangoura par exemple, dissimulaient les cartes du parti sous leur pagne, leur boubou, leur foulard et procédaient à leur placement dans la plus grande discrétion. Et que dire de ces jeunes femmes qui inventaient tous les jours de nouveaux chants flétrissant le régime colonial et incitant les populations à adhérer massivement au parti de l'éléphant. Ces chants, aussitôt repris par d'autres jeunes et des groupes de femmes, faisaient rapidement le tour du pays. On ne peut énumérer toutes les femmes qui ont risqué leur vie, leur dignité et leur liberté pour que la Guinée arrache l'indépendance des griffes du colonisateur. L'indépendance une fois acquise, les femmes ne baissèrent point les armes. Elles continuèrent à se battre sur d'autres fronts avec d'autres armes. Mon cliché africain du jour est une comparaison entre la lutte des femmes pour l'indépendance et la fameuse ruée vers l'or du Klondike, cette région dans le Yukon au Canada qui a vu déferler une meute de chercheurs d'or entre 1896 et 1899. Durant cette fameuse période, plus de 100 000 personnes, des Européens, des Canadiens, des Américains, qui quittèrent leur travail, tel le maire de la ville de Seattle aux États-Unis, pour se ruer vers cette petite ville, parfois dans des conditions drastiques, par grand hiver, laissant des morts et des blessés sur un chemin au bout duquel un rêve, une promesse de liberté, d'émancipation. Comme ces chercheurs d'or, les femmes partout en Afrique, en quête de liberté et d'émancipation, se sont ruées dans la bataille, même avant les hommes. Comme des pépites, ici et là, elles ont trouvé des bouts de liberté, ici et là. Le droit d'aller à l'école, de diriger, de se prendre en main. Mais sont-elles pour autant libérées des préjugés divers de la société africaine, sur le divorce par exemple, sur le célibat, la carrière, l'orientation sexuelle? On sait comment c'est fini la ruée vers l'or, mais à votre avis, où en sont les femmes africaines aujourd'hui? Je vous laisse y réfléchir. Bonne semaine et à lundi pour la seconde partie de ce vol.